Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être présents aujourd'hui pour cette conférence sur les nouveaux systèmes comptables. Donc, la conférence est intitulée Nouveaux systèmes comptables, comment intégrer le vivant pour le préserver. Merci aux 3 intervenants présents aujourd'hui. Ces intervenants font partie de citoyens, comptables, financiers, économistes, scientifiques, biologistes, qui ont déjà commencé à rêver pour créer de nouveaux systèmes qui viennent pallier aux limites du système comptable actuel. Les systèmes créés ou en train d'être créés sont bien plus que de simples systèmes comptables. Ce sont un peu des systèmes de représentation du monde. Ce sont des systèmes qui vont permettre de piloter les entreprises, comme d'ailleurs les systèmes comptables aujourd'hui, mais justement qui vont pallier aux différences. Ainsi, les systèmes comptables actuels proposent des chiffres, des valeurs qui ne sont pas à prendre comme des évidences, puisque leur périmètre définit ce qui mérite d'être considéré et donne une valeur à chacun de ces éléments. À chaque système, sa vision du monde, et donc je vous demande de quel monde rêvez-vous ? Aujourd'hui, l'objectif de cette conférence est de prendre conscience des enjeux derrière la création de ces nouveaux systèmes comptables, mais aussi d'en présenter certains, 2 en particulier, avec Alan et Hervé qui pourront présenter des modèles, et pour vous faire votre avis, savoir aussi comment ces systèmes sont mis en place. Vous, dans votre entreprise, est-ce que vous pouvez le mettre en place et comment ? Donc je remercie sincèrement les 3 intervenants spécialistes du sujet présents aujourd'hui. La conférence va se dérouler premièrement une introduction sur les enjeux faite par Jean-Christophe Vuattoux et ensuite on ira sur un débat pour voir qu'est-ce qui lie, qu'est-ce qui différencie les 2 modèles qui sont créés et comprendre l'impact positif qu'ont ces nouveaux systèmes comptables. Et on finira sur une petite conclusion et aussi un temps de questions-réponses avec vous, public. Donc n'hésitez pas à noter vos questions puisque vous aurez la possibilité de les poser à la fin de la conférence. Merci. On va peut-être commencer par vous laisser vous présenter, dire qui vous êtes avant de commencer par l'introduction. Jean-Christophe. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis Jean-Christophe Vuattoux, enseignant-chercheur en contrôle de gestion plutôt dans le domaine de la santé et des risques psychosociaux, et je m'intéresse aux comptabilités socio-environnementales, surtout sur l'aspect capitaux humains notamment, et j'ai eu le plaisir de participer à un livre blanc sur le sujet pour la DFCG et le Conseil de l'ordre des experts comptables. Bonjour tout le monde, je m'appelle Alan Fustek, je suis le fondateur du cabinet Goodwill Management, qui a un stand dehors là, spécialisé en comptabilité en triple capital. Je suis également cofondateur de l'agence Lucie qui délivre un label qui s'appelle Lucie Positive, qui est basé sur de la comptabilité en triple capital. Et j'ai également créé un écosystème qui vise à respecter les limites planétaires en Bretagne, qui s'appelle Kerlotech. Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Hervé Bégaud. Je suis expert comptable commissaire aux comptes. Je suis associé d'un cabinet qui s'appelle Hendrix, qui fait à peu près 600 collaborateurs. Et je suis en charge plus particulièrement de l'activité comptabilité socio-environnementale, RSE et tous les audits autour de la réglementation sur le reporting RSE. J'ai aussi des fonctions au niveau de nos instances professionnelles, à savoir le Conseil national de l'ordre des experts comptables. Je suis vice-président en charge de la durabilité et je suis aussi membre de la commission durabilité de l'autorité des normes comptables. Merci beaucoup. Jean-Christophe, donc peut-être pouvez-vous nous expliquer exactement les enjeux derrière la création de ces nouveaux systèmes comptables, pourquoi en créer de nouveaux, quels sont ceux en cours de développement, quelles sont les différences et les implications ? Merci. Alors, peut-être en préambule, une petite question. Alors, c'était hier, il y a eu une conférence plutôt orientée yoga. Et on avait réussi à faire que les gens se lèvent dans la salle. Alors, pour de la comptabilité, c'est pas forcément gagné, mais est-ce qu'il y a des comptables dans la salle pour voir un petit peu le niveau, le nombre de personnes? Donc, ah merde, on peut pas dire trop de conneries. On en a quelques-uns. Donc, on aura fait lever quelques mains. Faut qu'on fasse gaffe. Alors,
Je vais commencer peut-être en préambule à rappeler quelques éléments essentiels de qu'est-ce que la comptabilité, quelles en sont les limites, et après, pour mieux poser les enjeux des comptabilités socio-environnementales. La comptabilité, c'est un système d'organisation de données financières pour les entreprises. On y retrouve des informations sur les stocks, les ventes, les dettes, les créances, les biens que possède l'entreprise. Et la comptabilité, ça sert à deux grandes choses. Ça sert à informer et ça sert à gérer. Alors, informer, tout d'abord, informer qui? Alors, à l'extérieur, les propriétaires, les actionnaires, de manière générale, les parties prenantes, clients, fournisseurs, États, organismes sociaux, salariés, etc. Donc, cette information, l'information comptable, elle va orienter le comportement des acteurs externes des organisations, en fonction de ce qu'on donne à montrer de l'organisation. Ça sert également, la comptabilité, à gérer. Par les informations que la comptabilité procure, elle sert d'instrument d'analyse et d'outil d'aide à la décision. On va pouvoir connaître le prix auquel on doit vendre au minimum un produit ou une prestation, évaluer la rentabilité d'un projet, réfléchir à une opportunité d'investissement. Donc on voit l'information comptable, elle oriente également le comportement des acteurs en interne dans l'organisation. Alors je l'ai dit, la comptabilité, c'est un système d'information organisé et on fait le choix d'y mettre certaines informations. Par exemple, on peut prendre en compte des provisions pour un procès à venir l'année prochaine, par exemple, et il y a d'autres informations qu'on ne prend pas en compte. Dans le sujet qui nous intéresse, la majorité des informations socio-environnementales n'apparaissent pas dans les comptes tels qu'ils sont présentés en comptabilité générale. Alors, c'est donc une image, une représentation possible de l'entreprise. C'est ce qu'on pourrait appeler, on pourrait dire, une opinion. Et quand elle s'impose à tous à travers un référentiel, c'est aussi un choix politique. Alors, pour l'illustrer, parce que c'est quand même fort comme idée, avant les normes comptables internationales, des grands groupes internationaux qui voulaient être présents sur les marchés européens et nord-américains présentaient les mêmes informations structurées dans deux modèles de comptabilité différents, n'avaient pas les mêmes résultats. Donc, la même entreprise donnait à voir deux choses différentes de chaque côté de l'Atlantique. Alors aujourd'hui, on parle de nouveaux systèmes comptables, de comptabilité extra-financière, de reporting extra-financier, de comptabilité intégrée, de comptabilité socio-environnementale. Donc on le voit, il y a beaucoup de termes, une forme de nébuleuse autour de ce sujet. Et toutes ces approches, elles visent à répondre à plusieurs carences et limites de la comptabilité financière traditionnelle. Alors, j'en vais en citer deux principalement. Tout d'abord, essayer de donner une image plus riche et plus large de l'organisation et de ses interactions avec son environnement au sens large. Et ensuite, ces systèmes comptables peuvent également, donc, là, comme je l'ai dit avant, orienter le comportement et les décisions des managers vers des choix plus avisés, qu'on peut espérer peut-être plus vertueux et plus durables. Alors aujourd'hui, il y a un grand nombre de méthodes qui sont proposées, de systèmes de reporting et de systèmes de comptabilité extra-financière, comptabilité intégrée. Mais toutes ces méthodes ne se valent pas, ne donnent pas les mêmes représentations, n'ont pas forcément les mêmes utilités, ne sont pas forcément destinées aux mêmes finalités, aux mêmes personnes. Et si on regarde dans le détail, elles ne poursuivent pas tout à fait les mêmes objectifs. Donc il y a donc des enjeux forts aujourd'hui dans le choix des méthodes, dans le choix d'une méthode plutôt qu'une autre. Parce qu'on ne donnera pas à voir la même chose selon le modèle. Alors, une rapide parenthèse pour montrer un petit peu la genèse et l'accélération autour de ces questions et de ces enjeux sur ces méthodes. Les premières formes de comptabilité environnementale sont apparues dans les années 60, avec notamment l'éco-bilan. Et les premières comptabilités environnementales étaient surtout basées sur des approches dites non monétaires. Donc le principe, c'est de proposer des représentations extra-financières d'indicateurs sociaux et environnementaux. Ça se fait généralement sous la forme de reporting, donc d'informations qu'on va diffuser, centraliser, et également de tableaux de bord qui peuvent aider au pilotage. Et ces informations peuvent être normalisées ou non et certifiées ou non par un organisme extérieur à l'organisation. Alors ce sont des méthodes qui sont extrêmement souples. C'était le cas du GRI, c'était le cas des reporting RSE, qui a été reconfiguré en DPEF, qui va encore évoluer prochainement.
elles imposent finalement pas tant de contraintes que ça aux organisations qui souhaitent les mettre en œuvre. Mais le problème, c'est que ça donne un ensemble de données extrêmement disparates dont on ne sait pas forcément quoi faire et on ne sait pas forcément comment les mettre en lien avec la chaîne de valeur. Donc il y avait un intérêt à ce que des méthodes de comptabilité socio-environnementale plus puissantes se développent, notamment des approches dites monétaires. Donc là, c'est un peu plus complexe. L'idée, c'est de valoriser des données extra-financières pour pouvoir les intégrer dans les informations financières, les mettre en relation, en résonance avec les informations financières. Alors, cette valorisation intégrée au modèle de représentation de valeur de l'entreprise, ça peut se faire soit par ajout dans les états financiers, soit par carrément la production d'états financiers restructurés, un document unique dans lequel on aura les informations financières et les informations extra-financières ensemble dans le même document. Ouais, des formes de représentation finalement assez différentes selon la méthode qui peut être retenue. Alors, il y a des méthodes qu'on pourrait classifier comme étant des méthodes au format libre, où on peut choisir la manière dont on souhaite représenter, et à l'opposé, des méthodes beaucoup plus contraignantes, on va le dire comme ça, qui vont jusqu'à la production de documents très spécifiques, normés, qui pourraient aller jusqu'à être vérifiés par un normalisateur ou un organisme de contrôle. Alors, les principes comptables, selon ces méthodes, sont diversement pris en compte. Et ces approches monétaires, sont clairement plus complexes à mettre en œuvre. Car elles ajoutent de la collecte de données. Donc ça demande des compétences spécifiques qui dépassent largement les compétences d'un comptable classique. Hein. Quand on s'intéresse au social, à l'environnemental, au sociétal, il faut être capable d'avoir des données structurées, de qualité, normées, qu'on puisse analyser. Il faut qu'elles soient en lien avec les indicateurs qui sont retenus. Et la difficulté supplémentaire, c'est d'arriver à les traduire dans une dimension monétaire. Donc, il y a une question de coût. Comment on calcule le coût d'un écosystème? Est-ce que c'est la somme du coût des arbres qu'il compose? Est-ce qu'il n'y a que des arbres là-dedans? Est-ce que quand on le détruit, si c'est incommensurable? Ça peut poser beaucoup de questions à ce niveau-là. Alors, et dernière étape, effectivement, c'est encore plus complexe parce que ça demande de voir comment on va intégrer ces informations après dans les états financiers. Et là, c'est toute une question d'articulation de choses qui, à la base, ne dialoguent pas forcément entre elles, qui sont l'extra-financier et le financier. Alors, cela aura un lien direct avec le type de restitution comptable proposé, d'une restitution qui peut aller dans un ensemble d'indicateurs, à travers des formes de tableaux de bord ou d'indicateurs de performance, jusqu'à, je l'ai dit, des formes de comptabilité structurée, en passant par des valorisations des organisations globales, des valorisations élargies à leur dimension socio-environnementale. Vous allez avoir l'impression que je me répète, mais ça va servir à informer de manière plus précise les parties prenantes à l'organisation, les parties concernées par l'organisation, et également les dirigeants pour les orienter dans leurs décisions. Donc on voit l'intérêt des comptabilités socio-environnementales à pouvoir apporter plus d'informations, une information plus fine, de meilleure qualité, pour pouvoir permettre de mieux décider. Et également de mieux rendre compte, de mieux montrer. Donc chaque méthode va donner une nouvelle représentation de l'entreprise, mais ces représentations ne sont pas vraiment homogènes si on devait les comparer les unes par rapport aux autres. Alors, s'il y a différentes formes de restitution, le document final qui peut émerger de ces travaux, on peut aussi différencier les méthodes sur les éléments conceptuels. Alors là, je m'en excuse par avance, ça va être un tout petit peu théorique, mais c'est vraiment important, parce que ce sont des marqueurs très forts qui permettent de mieux cerner les types de représentations qui sont donnés à travers chacun de ces modèles. Alors, premier point, c'est la définition même de la notion de capital. Parce qu'on parle de capital extra-financier, de capital environnemental, capital humain. Est-ce que c'est un actif immatériel qui représente une richesse latente pour l'organisation,
ou au contraire, est-ce que c'est un passif qui peut obliger l'entreprise, notamment à son maintien? C'est déjà un arbitrage fort dès le départ. Cette question elle est en lien avec une représentation du monde, terme que vous avez utilisé, où la conception de la réalité même qui est en cause. Est-ce que l'entreprise est en relation avec des objets? Donc, on parle des interrelations qu'on peut avoir avec le monde extérieur à l'entreprise. Est-ce que ce sont des objets qui sont passifs, qui peuvent être source de risques et d'opportunités? On va les gérer indépendamment potentiellement de leur avis. Est-ce que ce sont des sujets qui auraient une valeur intrinsèque qu'il faut tenter de préserver ou de maintenir? Ou encore mieux, est-ce que ce sont, pour aller encore plus loin, une troisième approche, ou encore des entités avec laquelle l'entreprise noue des relations et avec laquelle elle est obligée de dialoguer, d'échanger pour définir ses grands choix, ses orientations. À partir de là, on peut regarder la manière dont chaque méthode définit ces entités, ces objets, ces sujets ou ces entités qui vont être intégrés en comptabilité socio-environnementale, ainsi que le niveau de préservation des entités à conserver. Est-ce qu'il y a des seuils à ne pas dépasser? Est-ce qu'il y a des trajectoires dans lesquelles on doit s'engager? Est-ce qu'il y a un niveau d'impact maximum, s'il est négatif, qu'on ne voudrait pas dépasser? Donc ça va être en lien avec ces entités, les définitions qu'on en donne. Un quatrième point, est un point qui est assez connu en général, c'est celui de la question de la soutenabilité. C'est-à-dire la manière dont on maintient dans le temps le capital. Le capital est considéré comme une agrégation de capital financier, naturel et humain, donc dans une approche de soutenabilité dite faible. Et donc, à partir du moment où on maintient le capital global de l'organisation, on a atteint notre objectif. Certaines méthodes font le choix de s'appuyer sur une autre définition de la soutenabilité, une soutenabilité qui est appelée soutenabilité forte, et qui requiert de maintenir non seulement ce capital agrégé au global, mais également de maintenir chaque capital pris isolément en considérant qu'ils sont non substituables. On ne peut pas remplacer un capital par un autre ou considérer qu'une forme de compensation qui doit s'effectuer. Donc, encore un élément de différenciation des méthodes. En cinquième élément de comparaison, ça sera la perspective par rapport aux impacts, ce qu'on appelle l'approche de la matérialité. C'est un sujet qui est au cœur de l'actualité actuellement, parce qu'on en parle dans la CSRD. J'y reviendrai dans mes éléments conclusifs. Il y a des modèles qui sont dits d'une orientation extérieure-intérieure ou de matérialité financière, et dans lesquels on va chercher à caractériser l'impact des contraintes environnementales et éventuellement sociales externes à l'entreprise pour voir les risques et les opportunités qui peuvent en être. Et de l'autre côté, on trouve des modèles qui s'affichent explicitement dans une dimension dite également intérieure-extérieure, ou double matérialité, où l'objectif, c'est également de rendre compte des conséquences de l'activité de l'entreprise sur son environnement externe, naturel et humain. Donc, l'idée d'une réflexion dans les doubles sens. On pourrait citer plein d'autres points, j'en citerai juste un dernier comme élément de comparaison. C'est la manière dont sont faites les évaluations financières, quand elles existent, une valeur de marché, un coût historique, ou encore une évaluation à partir d'indicateurs biophysiques. Les coûts sont-ils des coûts de maintien dans un bon état écologique, bon état de santé physique, psychosocial, des coûts de réparation d'un état dégradé, ou encore un coût de compensation acceptable. Ce qu'il faut comprendre là-dessus, c'est que quand on dit combien ça coûte, on pense qu'il y a un seul chiffre qui peut répondre à la question. Tout dépend de ce qu'on y met. On a tous à peu près entendu parler de cet exemple sur le coût de démantèlement d'une centrale nucléaire. Combien ça coûte? Ça dépend comment on fait le calcul. En fonction de ce qu'on met dedans, en fonction de là où on va arriver à la fin du démantèlement, on n'a pas du tout le même périmètre de calcul. On ne prendra pas en compte les mêmes niveaux d'impact, le même périmètre de ces impacts. Et donc, on a des fourchettes qui peuvent aller du simple au décuple, à minima, dans les fourchettes. Donc voilà,
un coût reste également une représentation, une opinion. Donc ici, vous voyez, les méthodes de comptabilité socio-environnementale peuvent apporter de nombreuses réponses, c'est une évidence, aux carences et limites de la comptabilité financière classique. Elles peuvent donner à voir plus précisément les interrelations de l'entreprise avec son environnement au sens large, et donc aider, alors ce qu'on appelle les parties prenantes, mais bon, les parties en relation avec l'organisation, à mieux cerner la façon dont l'organisation, l'entreprise pilote ses activités et rend compte de ses interactions et de ses impacts. Ça peut aider donc à donner à voir une autre représentation du monde, encore une fois. Mais la question, c'est de savoir vers quelle représentation on souhaite aller. Donc il y a un véritable enjeu aujourd'hui, parce que il n'y a peut-être pas de solution idéale parfaite. Il y a des modèles qui sont bien plus complexes et riches que d'autres. Ils apportent énormément d'informations, mais qui n'ont pas forcément les mêmes finalités, les mêmes usages et les mêmes mises en œuvre. Et à cela se posent également de nombreuses questions sur la capacité des entreprises à pouvoir mettre en œuvre ces dispositifs. Voilà pour ces quelques mots introductifs. Merci beaucoup Jean-Christophe pour cette introduction très complète. Je pense qu'il peut poser des bases et permettre à chacun d'avoir les esprits clairs et avoir des définitions de mots-clés et d'éléments de comparaison. On va justement maintenant passer à une perspective plus pratique, plus méthodologique. Donc, Alan, Hervé, vous avez développé des méthodologies, CARE et Thésaurus 3K. Est-ce que vous voulez nous en parler? Pourquoi est-ce que vous avez décidé justement d'intégrer ce capital immatériel, faire une comptabilité intégrée? Alan, vous pouvez commencer, allez-y. Le point très important par rapport à de mon point de vue, par rapport à ce que vient de dire Jean-Christophe, c'est que on voit aujourd'hui qu'il y a deux grands univers qui sont pas d'accord. Il y a un univers qui est un univers de ce qu'on va appeler la comptabilité extra-financière, c'est-à-dire qu'on fait du reporting et on publie des indicateurs plus ou moins normés. Ils sont de plus en plus normés. Et il y a un deuxième univers auquel nous appartenons tous les trois, qui est un univers qui dit il faut aller jusqu'à une financiarisation des impacts. Voilà. Et donc ça, c'est l'univers de la triple comptabilité, de la comptabilité intégrée, étendue, en triple capital. Il y a plusieurs appellations. Voilà. Pourquoi c'est si important, de notre point de vue, de mon point de vue, pourquoi c'est si important de financiariser les impacts? On pourrait se poser la question un tout petit peu différemment, peut-être de façon un peu polémique. Pourquoi les normes, les autorités comptables internationales sont vent debout contre cette financiarisation? Pourquoi aujourd'hui l'IASB, qui est l'organisation internationale qui établit les normes comptables, dit non, 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 il y a la comptabilité qui vit sa vie d'un côté, et puis à côté, on va faire du reporting extra-financier, et en Europe, ça s'appelle, et ça arrive bientôt, la CSRD. Alors de mon point de vue, c'est très clair, c'est parce que à partir du moment où vous laissez les externalités sociales et environnementales en dehors de la comptabilité, sous forme d'indicateurs divers et variés, et Dieu sait s'il peut y en avoir, eh ben vous vous retrouvez dans la situation où vous ne savez jamais si, une fois que l'entreprise a payé tout ce qu'elle doit payer, elle est toujours viable. On ne sait pas. Et donc, ça permet de maintenir une économie qui n'est pas soutenable. Donc, en fait, ce que nous prônons, c'est effectivement de financiariser les impacts. Le principe pollueur-payeur, c'est ça, de financiariser les impacts, parce que si on ne financiarise pas, qu'est-ce qu'on va mettre comme taxe, comme amende, comme poursuite aux pollueurs-payeurs? On ne sait pas, on sort des chiffres du chapeau. Voilà. Et puis une fois qu'on a comptabilisé tous les sujets dont l'entreprise est redevable, on voit s'il est toujours économiquement viable ou pas. C'est quand même vachement important. Vous voyez ? Et donc, le passage à la comptabilité intégrée, étendue, peu importe comment on l'appelle, il est fondamental pour cette raison-là. C'est pour voir si l'entreprise continue de fonctionner, si elle est viable globalement parlant, une fois qu'elle a payé tout ce qu'elle doit payer.
Alors l'autre chose qui est très importante aussi, et ça c'est dans ma pratique du quotidien, c'est que lorsque vous dites à un chef d'entreprise « Écoute, l'année dernière, tu as fait 2 millions d'EBITDA ou 2 millions d'excédents bruts d'exploitation, et puis ton impact environnemental, c'est 3 millions », ça lui fait un petit électrochoc quand même. Voilà. Et celui qui nous a demandé ça, c'est le chef d'entreprise qui est concerné. Celui qui s'en fout ne nous le demande pas. Donc ça lui fait un électrochoc et je peux vous garantir que ça accélère le passage à l'acte. Donc ça, c'est un élément psychologique très très important. Alors, peut-être une précision. D'abord, le modèle CARE que vous citiez, je ne l'ai pas créé. Heureusement. Heureusement, parce que CARE est né à Dauphine. Il faut rendre à César ce qui lui appartient. Un professeur qui s'appelle Jacques Richard. Et a continué d'être théorisé. C'est pas moins d'une vingtaine de thèses autour du modèle CARE. Donc, c'est pour ça que je n'aime pas parler de méthode. CARE n'est pas pour moi une méthode. C'est un système comptable très large. Et d'ailleurs, pour ça que les attaques qu'on entend autour de CARE sur sa complexité, c'est lié à ça. C'est une méthode étendue, très large, une vingtaine de thèses, une chaire qu'ils ont appelée comptabilité écologique qui est basée à AgroParisTech et en collaboration toujours avec Dauphine et l'Université de Reims Champagne-Ardenne pour une raison simple, c'est qu'LVMH s'y intéresse pour mesurer ces sujets autour de la biodiversité et qui fait des choses vers Reims. Je ne sais pas ce qu'ils font exactement, mais en tout cas, ils suivent le sujet. Donc pourquoi je voulais apporter cette précision ? C'est parce que autour des sujets dont on parle, et Alan a raison, c'est-à-dire que et quand on parle de comptabilité, je n'utiliserai pas le terme de financiarisation parce que ça fait peur aux défendeurs de la cause environnementale, parce que en réalité, en tout cas pour le modèle CARE, on évite de parler de financiarisation, parce que financiarisation voudrait dire que derrière ces idées d'intégrer dans la comptabilité une valeur monétaire liée aux questions environnementales et sociales, cela suppose qu'on donne un prix aux choses, qu'on donne un prix à la nature, aux impacts, etc. Et la façon dont le sujet, moi je propose, en tout cas je pousse ceux qui portent le modèle CARE d'aborder, c'est vraiment un système par les coûts. En gros, c'est de tracer un nouvel environnement de l'entreprise en disant à tous ceux qui créent de la valeur autour de leur entreprise, c'est qu'il y a un nouveau paradigme. Vous allez produire, gagner de l'argent, probablement. Peut-être que vous allez continuer à le faire, même si on parle beaucoup de décroissance en ce moment. Ça, c'est pas à moi d'en juger. Mais dans tous les cas, vous ne pouvez plus le faire sans tenir compte du fait que vous dégradez un certain nombre d'écosystèmes qui fait que vous avez une dette vis-à-vis de ces écosystèmes. C'est-à-dire qu'on ne prenait pas en compte cette dette jusqu'à présent. Donc, continuer à gagner de l'argent, bien sûr. Pour un expert comptable, on ne peut pas interdire aux entreprises de gagner de l'argent. Voilà. Après, je ne rentre pas dans les débats politiques autour de la décroissance, mais dans tous les cas, il faut calculer combien ça coûte à chaque fois que vous produisez un bien ou un service, combien ça coûte d'avoir porté atteinte à des écosystèmes externes. Si vous n'avez pas de dette écologique, tout va bien. Alors que vous allez continuer à produire des biens et services en ayant le moins de dettes possible et donc en gagnant le plus d'argent possible. Si c'est possible, encore une fois, moi, je garde une posture très neutre. C'est ma posture d'expert comptable. C'est pas à moi de dire comment vous allez produire. Je laisse. Il y a un travail formidable qui est fait ici. Je salue d'ailleurs les shifters. Qui ont beaucoup d'idées. Donc, effectivement, nous, comptables, c'est comment on trace ce nouveau paradigme, ce nouvel environnement dans les comptes. Dernière chose que je voulais dire, c'est que tu as eu raison, Jean-Christophe, de souligner qu'il y a plusieurs formes de comptabilité. Parce que ça, on l'oublie un peu.
quand on parle de la comptabilité socio-environnementale, parce que c'est pour ça que chacun porte une méthode, et moi j'évite, et je dis la même chose du côté de CARE, j'évite de rentrer dans une guerre des méthodes. Pour faire une parenthèse, il y a une dizaine d'années, au niveau de l'ordre des experts comptables, j'avais réuni tous les porteurs de méthodes pour dire, ben voilà, il faut une école française, parce que justement, et Alan a raison de parler des normes internationales, ils nous pondent des normes qui ne correspondent pas à nos réalités socio-économiques, et donc créons une école française, et essayons d'aller pousser nos idées au niveau européen d'abord, et pourquoi pas au niveau international. Ils sont rentrés chez eux après la première réunion, et le lendemain, il y en a 2 ou 3 qui sont revenus en disant, ça y est, j'ai réfléchi et j'ai ma propre méthode. Donc il y a un côté un peu, je veux mon territoire, je veux ma méthode à moi, que moi je commence à dire, voilà, parlons d'une seule voix, essayons d'apporter aux décideurs quelque chose de commun, de cohérent, et c'est possible. Et ces méthodes que tu cites, Jean-Christophe, c'est-à-dire que quand on parle de comptabilité, il y a la comptabilité biophysique, donc vous l'avez précisé, qui mesure les flux physiques, et il faut le faire, parce que si vous n'avez pas des données carbone fiables, des données ACV fiables, des données sur les sols fiables, un comptable ne sait pas travailler. Il faut un niveau de fiabilité suffisant pour oser mettre des choses dans les comptes. Et ensuite, même en matière financière, quand vous prenez la comptabilité générale que cite Jean-Christophe, prenez la comptabilité qui nourrit la base fiscale, parce qu'il y a des retraitements de la comptabilité générale vers la comptabilité qui nourrit la base fiscale, c'est pas tout à fait la même. La comptabilité qui permet ce qu'on appelle contrôle de gestion, outil d'aide à la décision, là aussi, on ne parle pas toujours de la même chose. Et il y a une comptabilité qui donne la valeur à l'entreprise. D'accord ? La comptabilité, quand on appelle l'évaluation d'entreprise, là aussi, vous avez des façons de calculer qui ne sont pas les mêmes. C'est important de savoir qu'il y a ces environnements-là en matière comptable et ensuite de pouvoir discuter des méthodes de comptabilité ou des systèmes comptables socio-environnementaux parce que vous allez retrouver aussi ces mêmes univers. Désolé, j'ai été un peu long. Pas de souci, merci beaucoup. Justement, vous avez parlé de données. Quelles données et catégories, comme l'avait évoqué Jean-Christophe, utilisez-vous ? Est-ce que la fiabilité des données environnementales est complexe à avoir ? Est-ce que vous utilisez des scientifiques pour avoir des preuves sur la fiabilité des données ? Alors en fait, là effectivement on commence à parler avec ta question de ce qu'on va prendre en compte dans le cadre de cette comptabilité étendue. Et là-dessus, ce qui est normal puisque la discipline est assez jeune, il y a de la variabilité entre les approches. Donc là je vais parler de ce qu'on fait avec notre méthode Thésaurus triple K. On prend en compte sur le plan environnemental, on prend en compte le carbone, on prend en compte les polluants atmosphériques, on prend en compte les matières premières, on prend en compte la consommation d'eau, la pollution d'eau, les déchets et l'artificialisation des sols. Donc on a 7 sujets. Sur le plan social, on prend en compte les accidents du travail, les maladies professionnelles, la précarité de l'emploi, les écarts de rémunération injustifiés. On prend en compte également des externalités sociales positives comme le télétravail, la formation, l'insertion, les achats auprès du secteur protégé. Et sur tous ces sujets-là, on fait des mesures qui sont des mesures physiques ou sociales, précises, petit 1. Et puis petit 2, on a fait 2 ans de R&D pour établir des seuils qui sont basés sur le plan social, sur des conventions, c'est-à-dire on va considérer que le 0 accident du travail n'existant pas, il y a une petite tolérance sur les accidents du travail, par exemple. Et puis sur le plan environnemental, on a fait un gros boulot pour partir des limites planétaires du Stockholm Resilience Center, pour les ramener à la France et pour les ramener à tous les secteurs d'entreprise et pour les ramener à chaque entreprise. Donc on mesure un écart entre ce que l'entreprise fait et le quota dont elle dispose. Voilà. Et je pense qu'on viendra après sur la façon dont on financiarise ou on monétarise cet écart. Voilà. Donc ça demande effectivement de collecter des informations. Les informations en question, en fait, vous avez exactement la même problématique lorsque vous les collectez.
s'il s'agit d'aspects environnementaux que s'il s'agit d'aspects comptables. Donc d'où le contrôle de gestion, d'où la rigueur dont il faut faire preuve, et puis d'où la référence à des publications scientifiques qui permettent effectivement de dire c'est bien ça qu'on mesure et pas ça. Alors c'est d'autant plus vrai que nous, on a créé une association qui s'appelle le Cercle des comptables environnementaux et sociaux, qui fédère tous les praticiens autour du modèle CARE. Alors, et vous allez voir que derrière cette association, j'ai été surpris par l'engouement que ça a suscité, hein, pas moins de 250 ou 300 bénévoles autour du CERCES aujourd'hui. Et là, effectivement, vous allez trouver tous les métiers que je ne soupçonnais même pas. C'est-à-dire que les ergonomes, les biologistes, les spécialistes de la biodiversité. Pourquoi ? Parce qu'un comptable qui trie des factures, je sais, tout ce que vous avez, c'est toujours cet imaginaire-là du comptable. Hein. Dans une salle plutôt sombre et à enregistrer des factures, c'est plus du tout ça. C'est-à-dire que moi, mon équipe, je suis le seul représentant de ce qu'on appelle le comptable aujourd'hui. Donc, il n'y a plus de comptable. J'ai des ingénieurs, j'ai une data scientist parce qu'il y a un vrai travail sur la gestion de la donnée. J'ai une actuaire sur les parties modélisation, calcul, etc. Donc oui, il y a un vrai besoin. Et d'ailleurs, je préside depuis quelque temps le groupe de travail de l'association des directeurs financiers contrôleurs de gestion, sur un groupe de travail sur la comptabilité socio-environnementale. Et je leur dis aux directeurs financiers, attention, vos équipes ne n'y mettez plus uniquement, enfin, essayez d'élargir les compétences que vous aurez, les compétences autour de ces sujets-là dans vos équipes. Et je ne parle même pas de la partie monétarisation des enjeux. Si je prends rien que la CSRD, pour traiter de ce sujet-là dans les directions financières, il faut chercher d'autres formes de compétences. Donc, les directeurs financiers recrutent, que vous soyez comptable ou pas, donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux. Un mot rapidement sur quand même comment fonctionne le modèle CARE, hein, de manière télégraphique. Effectivement, on a ces deux univers-là. D'abord, la comptabilité, ce qu'on appelle la comptabilité biophysique. Alors, nous, on ne prédéfinit pas dans l'entreprise quel sujet on va traiter. Et ça passe, et c'est natif dans CARE, ça passe par cette analyse initiale de matérialité, ce qu'on appelle la double matérialité aujourd'hui. Donc, c'était déjà le cas dans CARE depuis le début, qui permet de représenter qui est concerné par les sujets, les enjeux environnementaux et sociaux de l'entreprise, donc les fameuses parties prenantes, comment l'entreprise impacte, donc tu parlais de inside out, et donc c'est ce filtre-là qui nous permet de déterminer, parce qu'il faut être vraiment il faut travailler sur la réalité de l'entreprise, la réalité du terrain, la réalité du territoire. Donc, qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise au niveau de son territoire sur les enjeux environnementaux et sociaux? Et c'est ça qui va déterminer les capitaux environnementaux et sociaux que vous allez raccrocher aux capitaux financiers. Et donc, vous allez retrouver des capitaux biodiversité, capitaux atmosphère, capitaux humains sur la santé physique, la santé mentale, l'employabilité des salariés, etc. Donc, une fois que vous avez structuré cette compta biophysique qui est effectivement alignée aux limites planétaires, quand c'est possible, hein, la règle c'est quand il y a une limite planétaire, on va la chercher. Quand il n'y en a pas, on demande à l'entreprise de regarder dans son secteur d'activité pour voir la tendance, hein, ce qui se dit. Et s'il n'y a rien de tout ça, le minimum qu'on puisse demander à une entreprise, c'est de se fixer ses propres objectifs. Mais c'est d'abord l'objectif scientifique qu'on ira viser. Et ensuite, on va suivre, on va définir avec l'entreprise ce que veut dire une entreprise durable par rapport au KPI que je viens de citer, par rapport aux objectifs scientifiques. Et c'est effectivement, Alan parlait de CARE, c'est une très bonne chose, cet écart entre où en est l'entreprise à date et là où elle doit aller pour être jugée plus durable, c'est-à-dire pour nous le moins de dettes possible, qui va déterminer le coût des capitaux à engager que l'entreprise va traiter dans le temps, trouver le moyen de les financer, de les subventionner éventuellement, pour pouvoir tenir au niveau de son modèle et vérifier si, in fine, à l'atterrissage, elle reste rentable ou si le modèle n'est pas du tout bon et qu'il faille changer de modèle.
Merci. On a donc abordé cette question de la double matérialité avec CARE, qui avait été évoquée par Jean-Christophe. Un autre élément qui avait été évoqué par Jean-Christophe, c'est la question de la substituabilité des capitaux. Est-ce que vous voulez nous en dire un mot et aussi Alan détailler un peu plus la méthode, parce que CARE a été un peu plus détaillé. Donc vous, si vous voulez prendre 2 minutes pour rentrer un peu plus dans le détail et qu'on comprenne mieux, n'hésitez pas. Donc là, vous venez de voir une première différence, et c'est logique qu'il y en ait entre les méthodologies qui aujourd'hui sont encore une fois assez jeunes. Hein. Et il y a encore un boulot de recherche sur le sujet qui est très important devant nous. Dans la méthode Thesaurus 3K, on a un certain nombre de figures imposées. C'est-à-dire qu'on arrive avec l'intention de mesurer un certain nombre de trucs et on les mesure. Ça ne nous empêche pas de rajouter des trucs, mais on a, comment dirais-je, une grille préétablie, ce qui n'est pas le cas chez CARE. Du coup, si vous voulez, dans l'approche qui est la nôtre, on passe notre temps dans notre pratique du quotidien à faire des analyses en double matérialité, bien sûr, mais dans la méthodologie de base, on a quand même cette espèce de dénominateur commun ou volonté de dénominateur commun. Voilà. Sur le plan de la méthode de calcul, effectivement, vous avez... Alors, j'ai oublié tout à l'heure, qui était un point important dans les impacts environnementaux, c'est de la prise en compte également de l'impact de tous les... C'est un impact indirect. Tous les impacts précédemment évoqués sur la destruction de la biodiversité. Voilà. Et donc, la première étape, mais en ceci, les approches, comme vous le percevez, sont absolument identiques ou communes, c'est de commencer par faire de la mesure physique. Et en ceci, les méthodologies qui vous sont présentées aujourd'hui sont des méthodologies qui sont parfaitement alignées sur les exigences de la comptabilité européenne extra-financière, celle-là, dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'impose aux entreprises à partir de l'année prochaine et qui, d'une certaine taille, plus de 250 personnes, selon un calendrier progressif, je ne rentre pas trop dans les détails, mais qui s'appelle la CSRD. Donc d'abord, on fait Hervé parle de mesures biophysiques, et sociales, on mesure des indicateurs extra-financiers, et puis ensuite, on les monétarise. Là où il y a, comment dirais-je, une différence dans le principe de monétarisation entre les deux méthodes qui vous sont présentées aujourd'hui, c'est que la méthode CARE monétarise avec un coût de maintien des capitaux, alors que de notre côté, on calcule un coût à ne rien faire. Et ça, c'est fondamentalement différent. On calcule un coût à ne rien faire. Alors, à nouveau, c'est peut-être un peu technique ce qui va venir maintenant, mais c'est important pour la compréhension de tout le monde. Jean-Christophe présentait tout à l'heure une autre approche à laquelle nous ne souscrivons absolument pas, qui est l'approche, entre guillemets, de marché, ou l'approche coût-bénéfice. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez, il y a une méthode ou une approche, une philosophie qui est assez répandue dans ces questions de comptabilité, qui consiste à regarder d'un côté qu'est-ce que ça coûterait de réduire ou de supprimer les impacts, et de l'autre côté, qu'est-ce que ça coûterait de subir les conséquences. Et de trouver un espèce de juste milieu, c'est-à-dire tant que le prix que je dois payer pour réduire mes impacts est inférieur au prix de subir toutes les conséquences, je paye. Voilà. En fait, on arrive assez facilement à démontrer que cette méthode-là, elle nous envoie dans le mur. L'approche coût-bénéfice nous envoie dans le mur. L'approche par le marché nous envoie encore plus dans le mur. C'est-à-dire, on définit un prix de marché, à quel prix tu veux acheter ma tonne de carbone, etc. Nous envoie un peu plus dans le mur. Donc, il y a que deux approches de notre point de vue qui marchent. Il y a l'approche par le prix de conservation des capitaux, approche CARE, et il y a l'approche qui est la nôtre, coût à ne rien faire. Le coût à ne rien faire est structurellement supérieur au coût de restauration. Vous vous souvenez enfin, pour ceux qui sont un peu âgés dans la salle, vous vous souvenez du slogan
la prévention routière quand il s'était agi d'imposer la ceinture de sécurité. Un petit clic vaut mieux qu'un grand choc. Ben, bien sûr, le coût à ne rien faire, il est monstrueux, quoi. Voilà. Mais c'est celui-là qu'on prend. Je peux réagir? Alors, je ne sais pas ce que Alan appelle le coût à ne rien faire, mais j'ai quand même un point là-dessus. Par rapport à la méthode CARE, en tout cas, c'est quand vous calculez l'idée de ce qu'il faut mettre dans les comptes. J'ai parlé de dette écologique. La dette écologique, c'est quoi? On a tiré un écart entre où vous en êtes par rapport à l'objectif scientifique qui permet de vous juger durable sur les différents capitaux. L'idée, c'est de se dire, mais combien ça va me coûter d'arriver à ce niveau, que vous l'ayez réalisé ou pas. C'est pour ça que je ne comprenais pas bien le thème de à ne rien faire, mais que vous l'ayez réalisé ou pas, il y a un coût standard moyen de solution à imaginer par l'entreprise, c'est à elle, hein, avec ses spécialistes et avec le comité scientifique qui valide derrière pour dire, ben voilà, ce plan d'action nous paraît suffisant pour dire, ben voilà, on peut y arriver. Et ensuite, on va injecter la totalité des coûts en dette, que vous ayez réalisé ou pas. Ce qui fait que vous allez réduire votre dette, c'est justement la réalisation, alors pas que la réalisation. Vous engagez la dépense pour corriger, mais on vérifie si l'objectif est atteint. C'est ça qui vous permet de désendetter. D'accord? Et ensuite, ben, on va travailler aussi sur le modèle global. Vous parlez de non-compensation entre les différents capitaux. Et CARE, nativement, alors je précise au passage que, évidemment, depuis le début, hein, CARE a toujours combattu la valorisation par les prix de marché ou par différentes méthodes basées sur les prix. Parce qu'on a toujours, et ça c'est proche, c'est des IFRS, hein, parce que ça vient des IFRS, qui a toujours eu cette logique que la comptabilité devrait représenter la valeur de l'entreprise, de revente d'une entreprise en temps réel. Donc on s'est toujours désolidarisé de ça. Mais sur la non-compensation, il y a un principe fondamental dans CARE, et c'est le piège qu'on voit souvent dans les entreprises. Je donne un exemple. Vous arrivez dans une entreprise et vous leur dites vous allez réduire vos émissions de gaz à effet de serre, vous allez réduire les problématiques liées à la santé au travail, etc. Ils vous disent mais oui, mais moi si je corrige les aspects santé ou autres et que je corrige un certain nombre de choses, donc je désendette. Mais je vais aussi créer de la valeur et ce serait bien que la création de valeur par cette action-là que je fais vis-à-vis de mes salariés qui sont plus productifs dans l'entreprise va générer une rentabilité supplémentaire. Nous, on va complètement dissocier la rentabilité, enfin la productivité, c'est bien, mais c'est bien pour le capital financier. Par contre, on ne va absolument pas compenser ça avec le fait qu'il y ait dégradation de la santé de l'individu. Vous pouvez tout à fait être très productif, on va le rajouter dans votre capital financier, mais avoir un impact très négatif sur la santé de l'individu, et là, on va vous maintenir une dette par rapport à la santé de l'individu. Donc, il n'y a absolument pas de compensation entre les deux. Et dernier point, et je te laisse la parole, Alan, sur le bilan carbone, par exemple, quand on vous met une dette sur le bilan carbone, assez naturellement, les entreprises nous disent on va compenser par des actions, enfin, des mécanismes de compensation sur le marché. Oui, mais tant que vous n'avez pas fait le travail de réduction de vos émissions, alors évidemment, quand vous avez émis le CO2 dans l'atmosphère, c'est difficile de le recapter derrière. Donc, si vous avez une vraie solution de compensation, on peut l'accepter dans CARE à condition de nous prouver que la méthode elle est efficace tout de suite. Sinon, on garde la dette dans les comptes jusqu'à ce que vous nous démontriez. Si vous plantez un arbre aujourd'hui, les scientifiques, c'est pas nous qui le disons, on suit à chaque fois ce que nous disent les scientifiques. Ils vont nous dire il faut attendre 20 ans. On attendra 20 ans pour vous désendetter. Voilà. Alan, vous voulez réagir très rapidement avant de passer à la question de la mise en place Ouais. Sur la question de ce qu'on appelle la soutenabilité forte,
C'est-à-dire, est-ce qu'on accepte ou est-ce qu'on n'accepte pas le fait que une bonne action dans un domaine puisse compenser une situation négative dans un autre? On est parfaitement d'accord avec Hervé. La méthode. J'ai lu l'inverse dans la presse, mais quelqu'un qui avait certainement pas étudié notre travail. On est effectivement dans une logique où on ne compense pas. On ne peut pas dire j'ai fait des efforts considérables depuis l'année dernière sur l'eau, mais j'ai dégradé le carbone. Et ben l'un dans l'autre, ça se compense. Absolument pas. Donc c'est bien de la soutenabilité forte dont on parle. Maintenant, je reviens pour juste expliquer à ceux qui nous écoutent la différence entre le coût de restauration ou le coût de conservation et le coût à ne rien faire. Je prends un exemple très simple. Imaginez par exemple, vous regardez une usine qui émet dans l'atmosphère beaucoup de particules fines. Ben, le coût de compensation ou de restauration du capital, de maintien du capital, ça va être de dire qu'est-ce qu'il faut que je dépense comme machinerie que je vais mettre sur la cheminée de mon usine pour qu'elle n'émette plus de particules fines. Voilà. Et ça va représenter un certain montant. Voilà. Le coût à ne rien faire, c'est j'émets des particules fines dans l'atmosphère, et puis ça augmente la morbidité, c'est-à-dire des gens qui tombent malades, et la mortalité. On a toutes les statistiques là-dessus. On a les publications de l'OMS, etc., etc. On a les coûts pour la collectivité. Et donc, on calcule un coût à ne rien faire, c'est-à-dire les particules sont parties dans l'atmosphère, l'entreprise a généré ce passif-là, et on le calcule pour ce qu'il coûte à la collectivité. Vous voyez, donc c'est deux approches qui sont très intéressantes toutes les deux, mais qui ne sont pas les mêmes. Après avoir fait cette partie un peu théorique, etc., on va peut-être passer à la pratique. Donc, il y a déjà vos modèles. Beaucoup de gens ont travaillé autour de ces modèles, et merci de la précision, ont été mis en place et testés dans des entreprises. Est-ce que vous pouvez nous en parler, justement, le changement que ça a fait? Vous l'avez mentionné au début, la prise de conscience que ça amène. Aussi, je ne sais pas, le temps que ça prend, le coût, pourquoi, et des belles histoires pour nous émerveiller. Alors, je raconte un peu ce qui s'est passé chez nous depuis 5-6 ans. Très rapidement, jusqu'à il y a 5-6 ans, on expliquait à tout le monde que c'était bien de faire des études d'impact socio-économique, mais que ça aurait été bien aussi, ça vaudrait le coup de mesurer les impacts environnementaux. Et en général, on trouvait porte close. Voilà. Ça, c'est notre expérience à nous. Bon. Et puis, je ne sais pas très bien vous expliquer pourquoi. Il y a 5-6 ans, on a commencé à nous le demander. Par contre, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on nous le demande tout le temps. Et on a malgré ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir que les entreprises sont très préoccupées par la réglementation européenne qui arrive, on a un nombre vraiment croissant très rapide de demandes pour mettre en place des méthodes de triple comptabilité avec un compte de résultat étendu et un bilan étendu. Qu'est-ce qui motive les entreprises? C'est d'avoir des indicateurs plus fiables, plus percutants, pour savoir où ils en sont et quels sont les effets de les décisions qu'ils prennent. Voilà. Et donc, on a en parallèle en ce moment, et je pense que les deux sont liés, une prise en compte des questions de développement durable ou de transition au sens le plus large, qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé au cours des 20 années précédentes. Moi, j'ai créé Goodwill il y a 20 ans, donc j'ai vu toute l'évolution. Il se passe en ce moment des trucs qu'on n'a jamais vus avant. Et donc, la comptabilité en triple capital, elle monte en puissance parce que les gens ont besoin de nouveaux outils. Alors, c'est encore marginal, hein, mais en tout cas, si on regarde la croissance de la demande, elle est très forte. Et j'ai un client, par exemple, je peux en parler parce qu'il a pris la parole en public lors du
ProDurable d'il y a 2 ans qui est venu devant une salle comme celle-ci et qui a dit, ben voilà, moi mes chiffres de triple comptabilité c'est ça, donc je fais mon coming out, je vous explique toutes mes externalités environnementales, et il y en avait quand même un gros paquet, et il y est allé, je dirais, de manière totalement transparente. Et maintenant que je vous ai dit ça, eh ben, je reviendrai vous voir régulièrement pour vous dire comment on bouge. Alan a raison de dire qu'il y a un momentum aujourd'hui, il y a un changement quand même, je ne sais pas s'il est culturel, mais il y a un engouement surtout autour de ces sujets. Et d'ailleurs, je suis ravi parce que j'étais encore jeune, je suis Alan depuis pas mal d'années et j'ai connu Alan sur les sujets du capital immatériel. Et je plaide d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, quand j'écoute Alan, je vois quand même qu'il y a une convergence assez forte sur ces sujets-là. Donc c'est peut-être aussi pour ça que ça apporte une clarté, une certaine clarté une meilleure clarté, une meilleure lisibilité auprès des acteurs, et ça aide à pousser et à apporter à susciter cet engouement qu'on observe. Il y a un autre phénomène que j'observe, moi, que je trouve encore plus intéressant, puis ensuite je donnerai un exemple concret sur les entreprises qu'on a accompagnées, c'est au niveau des régulateurs. Alain, tout à l'heure, tu disais que l'EFRAG, il se trouve que je suis membre de la brique PME de l'EFRAG, qui travaille sur une norme CSRD volontaire. Et ça vient d'être annoncé, il y a un groupe de travail qui va se lancer très prochainement sur la convergence le lien entre information extra-financière et information financière. En gros, la comptabilité intégrée. On est pile dans le sujet. L'autorité des normes comptables, dont je fais partie au niveau de la commission, même chose. Dans les jours qui viennent, vous allez voir l'annonce de la création d'un groupe de travail. Ça y est, le coup est parti. Pourquoi ? Parce que tout le monde s'est rendu compte qu'on ne sait pas, un décideur qui doit aller vite, décider, ne sait pas faire la connexion entre les deux. Et encore une fois, il ne s'agit pas de financiariser la nature, parce que je sais que dans la salle, beaucoup pensent, on n'est pas du tout là-dessus. Et je crois que ça a été clair dans ce qu'on vient de dire. Alors, concrètement, dans les entreprises, CARE, c'est déjà plusieurs expérimentations, puisque CARE, c'est les premières, c'est 2009. 2008-2009, et puis un peu plus tard avec les FEM d'avenir. Moi, je suis toujours ravi de dire que ça a commencé dans le domaine agricole. Comme dans beaucoup de choses en matière comptable, l'agriculture a été assez précurseur sur ces sujets de mesure, d'évolution des normes comptables. Nous, on a travaillé, il y a une expérimentation très récente dans un grand groupe que je ne vais pas citer, mais je vous laisserai deviner, dans l'immobilier, qui en même temps fait un peu de télé, qui en même temps fait un peu... Enfin bon, je m'arrête là, parce que vous risquez de deviner qui c'est. Ça commence par un B, non ? Non, je ne sais pas. Et qui a mené l'expérimentation, et là où on a été vraiment... alors quand on arrive, c'est pas tout à fait... Ils sentent bien qu'il faut faire quelque chose. Parce que, effectivement, et je dénonce ça au quotidien, alors qu'on leur demande des reportings, parce que la CSRD, c'est un reporting. La taxonomie verte européenne, c'est un reporting. Alors qu'en interne, ils n'ont pas la compta pour produire ce qu'il faut pour nourrir ces reportings. Donc, c'est pour ça qu'ils nous appellent. Donc, c'est vrai qu'on est très sollicités, effectivement, en ce moment, pour les aider à réfléchir. Et ensuite, ils voient bien que s'ils ne font pas cette connexion avec la comptabilité, ça va être difficile. Et nous, ce qui m'a vraiment fait plaisir avec ce fameux groupe dans l'immobilier, on a travaillé sur la branche immobilier, c'est qu'ils ont pris CARE et ils ont travaillé jusqu'au niveau des bilans opérationnels, sur chaque chantier. En se disant, sur mon chantier, j'ai mon écran, là, j'ai les données sur mon chantier, et puis on retrouve un peu tout ce qu'on vient de vous dire sur CARE, l'écart entre le budget carbone et où j'en suis par rapport à mon chantier, combien ça coûterait sur le chantier si on devait décarboner, et ensuite qu'est-ce que ça traduit comme rentabilité globale du projet.
Alors là, je ne pensais pas qu'ils iraient aussi loin en termes parce que nous, on sort un bilan, un compte de résultats, après ils utilisent les données pour aller dans le détail. Et donc, je pense qu'effectivement, il y a un momentum très intéressant dans les entreprises. Alors, c'est bien pour nous, parce qu'on fait des missions, mais ce n'est pas que ça. C'est quand même un mouvement que je trouve très intéressant pour accompagner les entreprises. Je complète un peu ce que je disais et j'apporte une précision sur un point important. Donc, effectivement, une demande très forte. Au moment où je parle des triples comptabilités, on en a mis en œuvre en quelques années, vous avez compris, à peu près une centaine. Donc, ça augmente sans arrêt. Dans les entreprises que je peux citer comme ayant décidé de faire ce genre de choses, je ne vais pas les citer toutes parce que ça ferait trop long, mais on a travaillé pour la Banque de France, on a travaillé pour Colas, on a fait de la comptabilité en triple capital de RTE, etc. Et il y en a des toutes petites aussi, celle dont je parlais tout à l'heure, je ne sais plus si je l'ai citée, c'était le groupe ENAF, qui est un groupe agroalimentaire en Bretagne. Voilà. Donc ça augmente très vite. Alors, je veux maintenant apporter une petite précision pour qu'il n'y ait pas de confusion entre ce qu'on appelle le capital immatériel et ce dont on parle aujourd'hui, la triple comptabilité. Parce que Jean-Christophe a parlé de l'immatériel tout à l'heure, Hervé aussi. Je suis très concerné parce que un de mes 2 doctorats est fait sur le capital immatériel. Et la triple comptabilité et le capital immatériel, ça n'a rien à voir. Il faut mettre les deux dans un bilan étendu, mais ça n'a rien à voir. Je vous donne un exemple très simple. Le capital humain. Vous avez un capital humain dans une entreprise qui est plus ou moins performant pour l'entreprise. Si vous êtes une société d'informatique et que vous recrutez des gens au hasard dans la rue, vous n'aurez pas une bonne équipe d'informaticiens, c'est évident, ils ne sont pas compétents. Donc vous aurez un mauvais capital humain. Voilà. Ça, c'est du capital immatériel et c'est un actif, l'actif humain, qui génère au passif, qu'on retrouve au passif dans le goodwill, et s'il est vraiment trop pourri, c'est un badwill. Voilà. Maintenant, le capital humain dont on parle ici, que nous on appelle le capital social, c'est différent. C'est l'humanité, c'est-à-dire l'ensemble des êtres humains, qui met à la disposition d'une entreprise un échantillon correspondant à l'ensemble des salariés. Voilà. Et le devoir de l'entreprise, c'est de rendre à l'humanité tous ces gens-là dans l'état où ils étaient au départ. Vous voyez que ça n'a rien à voir. Et donc, d'un côté, on va considérer des dettes, j'ai parlé tout à l'heure, hein, accident du travail, maladie professionnelle, précarité de l'emploi, etc., etc. Tout ça, ce sont des dettes que l'entreprise est susceptible de constituer, qu'on mettra au passif, mais qui n'ont rien à voir avec le capital humain. Est-ce que j'ai une équipe fidèle, compétente, motivée ? Voilà, vous voyez. Donc, par contre, quand vous prenez un bilan étendu avec la volonté de prendre en compte tous les éléments, eh ben, vous pouvez y faire apparaître les actifs et les passifs sociaux et environnementaux dont on parle ici aujourd'hui, et également, si vous le souhaitez, la partie capital immatériel, mais qui est une autre chose. Très clair, merci beaucoup. Peut-être une dernière question, et Jean-Christophe, vous pouvez aussi répondre avec plaisir. Pour les personnes dans la salle qui souhaitent justement parler à leur directeur financier, à leur directeur comptable, qui veulent essayer de faire changer les choses, quels arguments donner, quels sont les facteurs de changement qui font que des entreprises viennent vous voir et qui pourraient les inciter à passer à l'acte? Premièrement, je l'ai dit, hein, c'est cette nécessité parce qu'elles ont bien compris avec ce que leur est demandé, je parle des plus de 250 salariés. Au niveau réglementaire, je parle pour ceux qui ne connaissent pas hein, la taxonomie verte européenne, c'est d'arriver à déterminer la part verte de vos activités avec des critères propres à l'Union européenne. On retrouve dans un acte délégué qui permet d'utiliser 3 indicateurs clés de performance, le chiffre d'affaires, vos CAPEX, enfin, vos immobilisations et vos dépenses. Et l'idée, c'est de déterminer la part verte de tout ça. Et elles se rendent compte très rapidement que leur système d'information interne ne permettent pas de nourrir ces reportings, je l'ai dit. Ensuite, elles ont compris, parce qu'à force d'avoir une information à 2 jambes,
en permanence. Ce que j'appelle souvent l'architecture de la décision est compliquée. Alors qu'il faut avoir les paramètres de KPI financiers. Hein, c'est arrivé à un ancien grand patron de Danone. Il faut avoir les yeux rivés sur les KPI financiers et en même temps voir comment on optimise l'extra-financier. À un moment, les deux sont importants. Et il faut, de toute façon, si vous ne faites pas un travail précis, suffisamment robuste sur l'extra-financier, en tout cas pour nous, c'est quasi impossible d'aller dans le financier parce que c'est pas du tout fiable. Enfin, et on est dans des choses qui n'ont pas de sens. Par contre, si vous faites ce travail de meilleure structuration de la comptabilité biophysique, vous allez pouvoir faire cette connexion, elle sera beaucoup plus intéressante et elle va alimenter vos outils d'aide à la décision. Donc elles se rendent compte qu'elles ont besoin de mieux prendre en compte les paramètres dans leurs outils de décision, ne serait-ce que pour investir. C'est-à-dire que demain, une entreprise qui veut investir doit se poser la question, est-ce que j'investis de la bonne façon et donc j'ai besoin de savoir quel est le coût complet lié à ces investissements et quel est le bon ROI prenant en compte les coûts que je devrais engager éventuellement pour réparer tel ou tel capitaux extra-financiers. Donc il y a vraiment, pour les entreprises qui ont compris le jeu, assez naturellement, elles nous sollicitent. Moi, je dirais que je pense que les shifters ont un rôle très important à jouer dans la montée en puissance de la triple comptabilité. Alors bien sûr, il faut vous donner des arguments. C'est le sens de la réponse que je ferai. Parce que tant qu'on ne mesure pas les effets de tout ce qu'on raconte, on peut se raconter des belles salades. Je vous prends un exemple. Quand vous mesurez effectivement les impacts financiarisés du carbone, des polluants atmosphériques, de l'eau, des matières premières, etc., vous voyez ce qui pèse et ce qui ne pèse pas. Et tant que vous ne l'avez pas fait, vous ne savez pas si vous êtes en décalage ou en dépassement énorme sur une de vos limites planétaires ou pas. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et vous ne connaissez pas non plus l'impact que ça aura sur l'humanité à long terme au travers des dégradations économiques futures. Donc ce point-là est vraiment très très important. Maintenant, donc en gros, ça c'est un argument important pour le dirigeant que vous pouvez véhiculer auprès de vos patrons. C'est si tu veux vraiment savoir qu'est-ce qui se passe dans le cadre de l'exercice des fonctions de ton entreprise, il faut aller jusqu'à la triple comptabilité. La deuxième chose intéressante, c'est que dans le cadre de la pratique que nous avons, ça se fait très vite. C'est-à-dire que même sur un grand groupe, nous, on sort une triple comptabilité en 2 mois. Donc ça va très très vite. Et effectivement, on se retrouve avec un tableau de bord qui n'a plus rien à voir, où on se rend compte que chez soi, finalement, on est en dessous de son quota sur l'artificialisation des sols, mais qu'on est très, très, très au-delà de son quota sur l'eau, et que donc il faut absolument travailler en priorité sur l'eau. Ça, ce n'est pas une analyse de matérialité qui vous le donne. Hervé, en un mot, avant de passer à la conclusion de Jean-Christophe et aux questions du public. Une réaction effectivement très rapide. C'est sûr que si vous voulez faire une comptabilité en triple capital, une comptabilité intégrée en 3 mois, Alan, je te les renvoie tous. Nous, c'est impossible. Voilà. On ne vous fera pas une comptabilité comme ça en 2 mois, 3 mois, parce que c'est sûr que... Et on le revendique, hein. CARE rentre plus en profondeur dans votre modèle d'affaires et on ne saura pas faire, même avec les outils. On est en train de développer des tas d'outils pour automatiser, réduire, faciliter, collecter, etc. Mais c'est en ça que je veux dire CARE n'est pas une méthode de représentation. C'est vraiment un système. Il faut le voir comme, si vous voulez transformer votre modèle économique, il faut le voir un peu comme un système d'exploitation. C'est-à-dire qui va animer tout le reste. Donc, vous ne pouvez pas le faire en 2 mois. Ça, c'est clair. Donc, voilà. Il y a une vraie opposition par rapport à ça, mais sans doute que
Alan, lui, a la recette et c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille ensemble d'ailleurs. Merci beaucoup. Jean-Christophe, je vais peut-être vous laisser le mot de la fin avant de passer aux questions. Merci. Si moi j'avais quelque chose à dire aux shifters pour essayer d'orienter, de motiver les entreprises dans lesquelles vous pouvez travailler, c'est de se dire que, comme je le disais tout à l'heure, la comptabilité donne à voir et aide à prendre des décisions. Donc ici, on fait des choses peut-être mieux que les autres, mais ça se voit pas. Pourquoi est-ce qu'on pourrait mettre en place des choses pour que ça apparaisse de manière plus claire? C'est souvent une question d'ailleurs qui motive les organisations qui veulent passer dans ce sens-là. Bon, alors après, ça donne un effet waouh négatif, dans le sens où on se dit ah mince, finalement on voit la partie positive, mais il y a surtout une partie importante sur laquelle on doit travailler. Et c'est là où il y a un deuxième effet, qui est de se dire ben voilà, si on veut faire changer les choses, on arrive à voir dans quelle direction on doit aller, quel levier on doit actionner. Donc c'est en cela que c'est aussi important. Ces informations supplémentaires vont aider à prendre des décisions plus éclairées. Alors ici, plus que des méthodes de calcul ou un éventuel degré de précision dans la qualité de l'information, les différentes comptabilités socio-environnementales sont très peu substituables, alors dans le panel très large des méthodes qui peuvent être présentées. Alors pour le dire autrement, une entreprise qui ferait le choix de commencer par une méthode très financière, très orientée marché par exemple, ou un modèle assez simple d'accès, quelque chose qui serait pas très exigeant sur le plan technique, sur le plan des ressources humaines à consacrer ou sur le plan financier, elle ne pourrait pas vraiment glisser vers une méthode beaucoup plus exigeante, complexe, technique, parce que ce n'est pas qu'une simple montée en compétences, c'est vraiment un autre modèle, une autre représentation. Donc le choix même des méthodes ou des familles de méthodes, parce qu'on a beaucoup d'éléments qui nous montrent que les méthodes ici présentées peuvent aussi être proches, oriente fortement le modèle d'affaires et les décisions dans les organisations. On en a parlé à plusieurs reprises. Il y a une nouvelle directive, la CSRD, donc directive européenne, qui va concerner 50 000 entreprises en Europe. Donc, c'est pas énormément d'entreprises à ce stade-là, mais ça montera progressivement sur plusieurs années, afin de normaliser l'information extra-financière pour essayer d'éviter le greenwashing, avec l'idée d'introduire une obligation de reporting avec des vérifications d'informations qui vont être normées en matière de durabilité. Ça va introduire l'idée d'une forte connectivité entre les états financiers et extra-financiers. Donc on se dirige vers les discussions qu'on vient d'avoir ici, avec un principal concept apporté ici par la CSRD qui serait celui de la double matérialité. Donc il y a vraiment des éléments qui sont en train de se mettre en place progressivement. On verra dans quelle direction on ira quand on y sera. Pour l'instant, il y a encore des débats en cours. Il s'agit bien d'un cadre de reporting ici, pas d'une comptabilité intégrée, ne concernera pas toutes les entreprises. Pourtant, la direction qui est prise semble assez ambitieuse avec cette idée de double matérialité. Et c'est peut-être à ce niveau-là que va se jouer l'avenir dans les choix des méthodes, c'est dans l'adéquation ou la compatibilité des cadres qui vont pouvoir s'imposer progressivement, d'abord aux entreprises, puis après à leurs parties prenantes, leurs fournisseurs, leurs clients, lorsqu'on leur demandera d'aller dans le même sens. Dans tous les cas, la comptabilité ou les comptabilités socio-environnementales, c'est un excellent moyen de s'interroger sur ce qu'est la performance globale d'une organisation, sur ce que peut être un profit dit durable, et également la répartition de ce profit entre les parties prenantes. Et puis comme on est sur un atelier un peu particulier, parce qu'on parle de comptabilité, eh bien, c'est aussi peut-être, avec une touche d'humour, la possibilité de rendre le métier de comptable plus sexy, parce qu'aujourd'hui, le comptable va pouvoir s'intéresser à de nouveaux métiers, développer de nouvelles compétences, décloisonner au niveau de l'organisation des choses, et donc c'est vraiment un nouveau métier aussi qui est en train de se dessiner. Vous voyez, nous ici, on fait de la comptabilité en partie trouble. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Bravo.
Est-ce que certaines personnes dans le public ont des questions? Ouh là là. On va peut-être prendre quelques minutes de retard. Bonjour et merci. Je découvre le monde de la comptabilité, donc voilà, j'ai pas forcément tout bien compris, mais en tout cas j'ai trouvé ça intéressant. Et donc du coup, au début, si j'ai bien compris dans l'introduction, on voyait qu'en fonction des paramètres qu'on prenait en compte, on n'avait pas les mêmes résultats. Mais la question qui me vient là tout de suite, c'est là on a eu 2 présentations de modèles. Est-ce que malgré les différences, on arrive à peu près au même résultat ou pas? Alors, j'étais dans une salle magnifique je crois que c'était à l'Assemblée nationale. Il y avait le président de l'autorité des normes comptables de l'époque, Patrick de Cambourg, et j'étais à la tribune. J'avais le bonheur d'être à la tribune avec lui. Et je sors une phrase dans la salle en disant prenez 2 comptables. Et je ne vous parle pas de comptabilité socio-environnementale. Prenez 2 comptables, donnez-leur les mêmes documents, les mêmes données, mais tout pareil, et regardez le résultat qui va sortir. Vous n'aurez pas le même résultat. Et là, on est quand même dans la même méthode, les mêmes données d'entrée, et vous n'aurez pas le même résultat. Parce qu'il peut y avoir quelques paramètres, quelques éléments, quelques hypothèses qui sont pris. Donc si vous partez de là, c'est quand même compliqué de se dire voilà, que sur 2 méthodes qui ont quand même quelques divergences, même si honnêtement je suis agréablement surpris de voir quand même que depuis tout à l'heure, on parle quand même beaucoup des mêmes sujets. Voilà, c'est pour ça qu'il faut arrêter de perdre du temps, se battre sur les méthodes ceci, les méthodes X, les méthodes Y, et peut-être arriver à un minimum de consensus. Il y aura toujours des divergences sur quelques aspects. Un minimum de consensus, non pas pour avoir le même résultat, parce que c'est pas ça, c'est quand même toujours compliqué d'avoir le même résultat au centime près, mais au moins d'avoir la même dynamique. Autour de l'entreprise. C'est ça qui est intéressant, au-delà du même résultat qu'on peut sortir dans les 2 méthodes. Je fais un tout petit complément à votre question qui est importante. C'est est-ce que ça donne les mêmes résultats? Pas du tout. Mais ça tient également à la philosophie de monétarisation. Et d'ailleurs, ça explique aussi la raison pour laquelle les délais de mise en œuvre ne sont pas les mêmes. Et en se disant ça, je ne porte pas de jugement. C'est-à-dire que si vous calculez un coût de maintien des capitaux, vous allez avoir un travail à faire qui est spécifique à l'entreprise. Je reprends mon exemple des particules fines qui sortent de la cheminée. Hervé, avec une approche CARE, il va dire bon, il faut que je fabrique une machine qui un filtre à particules fines. Et le filtre à particules fines pour l'entreprise A ne sera pas du tout le même que pour un taxi ou pour une flotte de taxis, etc. Donc là, il y a un calcul qui va être spécifique. Et c'est un coût de maintien ou de restauration des capitaux. Nous, on calcule un coût à ne rien faire. Bon, le coût à ne rien faire, il est nettement supérieur dans 9 cas sur 10, on va dire. Tous les calculs qu'on a fait le prouvent. Et ce coût à ne rien faire, en fait, il va beaucoup plus vite. Parce que vous avez la tonne de particules fines, le nombre de tonnes de particules fines qui ont été émises dans l'atmosphère. Vous prenez le coût de la morbidité et de la mortalité liée aux particules fines et vous avez fait votre calcul. Et donc, ça va très très vite. Vous voyez ce que je veux dire? Mais donc, les résultats ne sont pas du tout les mêmes. Et ce n'est pas inintéressant, je précise bien, de regarder ce que l'entreprise devrait dépenser pour supprimer les émissions de particules fines. Elle se rendrait compte que ça coûte beaucoup moins cher que de foutre le bazar dans l'atmosphère. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bonjour. Vous avez évoqué donc les méthodologies plutôt sur les entités publiques, donc orientées business. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'expérimenter vos méthodes ou d'autres recherches pour des entités publiques, puisqu'effectivement, ça peut également être une aide à la décision pour les politiques publiques? La réponse est oui pour nous, parce par exemple, la ville de Grenoble est en train de travailler avec une partie de mes équipes. Et puis la chaire que j'ai citée, il y a un volet comptabilité
privée, mais aussi comptabilité publique. Donc en gros, il y a CARE se structure sur une comptabilité publique. On est en contact avec la métropole de Lille et la métropole de Lyon actuellement pour essayer de travailler sur une déclinaison du modèle CARE. Et d'ailleurs, ça commence à les interroger sur vous avez peut-être entendu parler du fameux budget vert. On commence à les challenger sur leur fameux budget vert qui qu'on essaye un peu de détricoter pour qu'ils prennent en compte mieux les enjeux, les impacts environnementaux et sociaux au niveau des politiques publiques. Pour nous, la réponse est oui, mais pas beaucoup. Merci. Alors, ça dans le sens de la question précédente, est-ce que vous avez fait le travail, l'exercice pour avoir un bilan CARE à l'échelle d'un pays? Ou est-ce que c'est envisageable? Ou est-ce que ça... pour avoir un bilan des choix économiques politiques? Oui, les deux questions sont liées. C'est-à-dire que la réponse est oui, mais là, le temps que Macron se réveille et sorte un bilan CARE au niveau de... Mais on travaille. Moi, j'ai été auditionné déjà cette année 4 fois par les députés sur le sujet. On a aussi vu des sénateurs qui sont très intéressés. Donc il y a un groupe de travail qui va se monter, mais ils n'ont même pas encore sorti un volet déclaration de performance extra-financière ou CSRD au niveau de l'État. Alors là, avoir un modèle CARE au niveau de... Moi, je ne souhaite que ça. Et on est en train de financer une thèse sur la comptabilité publique autour de CARE. On verra. Alors votre question, c'était est-ce qu'on a mis en place un bilan CARE à l'échelle d'un pays? Moi, je ne fais pas de comptabilité CARE, ou alors si j'en fais, mais c'est KER, vous voyez, parce que je suis breton, donc la méthode CARE. Mais plus sérieusement, on n'a pas mis en œuvre Thésaurus 3K sur un pays. Bonjour. Moi, ma question s'adresse peut-être plutôt à Alan. Si j'ai bien compris, vous partez des limites planétaires et vous attribuez un quota à chaque entreprise. Et ma question, c'est comment vous calculez le prorata que vous attribuez à chaque entreprise? Est-ce que vous faites un distinguo entre secteurs d'activité et après vous faites un prorata au chiffre d'affaires ou quelque chose de ce style? Ah, mais pour répondre à cette question, il faut donner de l'argent. Hein. Non, je vous explique. Donc en fait, on est parti effectivement des limites planétaires du Stockholm Resilience Center. Franchement, ça nous a pris un temps fou. Et on a mis beaucoup de jus de cerveau sur la table pour arriver à quelque chose qui tient debout. On est parti des limites planétaires. On les a ramenées à la France. Voilà. On les a ramenées à la France de 2 façons, enfin à la France ou à n'importe quel pays. De 2 façons. Une première façon très égalitaire au prorata de la population. Une deuxième façon au prorata du PIB. Ça vous donne des quotas nationaux. Ensuite, on a pris ces quotas nationaux et on les a ventilés par secteur. Donc là, la règle, elle est assez simple, sur le papier, enfin, vue de loin, vue d'avion, dans la réalité, après, c'est un peu plus compliqué. C'est que vous regardez l'intensité des besoins des secteurs sur les différents sujets qu'on regarde. Je vous ai dit tout à l'heure, le carbone, les émissions de polluants atmosphériques, etc. Voilà. Et donc, on regarde l'intensité, c'est-à-dire qu'en gros, c'est assez logique qu'on donne un quota d'eau plus important à une exploitation agricole qu'à un cabinet d'expertise comptable. Voilà. Donc la règle est simple, à nouveau, c'est de dire si le secteur consomme 3% de tout ce qu'on consomme en France aujourd'hui, eh ben on va lui donner 3% du quota national. Voilà, vous voyez? Et ensuite, on a une troisième phase qui consiste à regarder la valeur ajoutée de la boîte sur PIB du secteur, puisque le PIB, c'est une somme de valeur ajoutée, et ça vous donne le quota de la boîte. Voilà. Et une fois qu'on a ça, on a effectivement ce dont l'entreprise dispose. Alors on le fait en direct et en indirect, c'est-à-dire qu'on regarde l'entreprise toute seule et on regarde toute sa chaîne de fournisseurs avec. Donc on a des modèles de calcul pour ça. Et puis une fois qu'on a fait ça, on est capable de dire à l'entreprise, en direct, tu respectes ou tu respectes pas tes quotas.
Et puis en indirect, tu respectes ou tu respectes pas tes quotas. Et l'entreprise, on a des cas de figure où l'entreprise va respecter son quota en direct, mais pas du tout en indirect. Et là, ça l'amène à se poser la question de savoir si elle n'a pas intérêt à changer de fournisseur ou à induire des comportements vertueux chez ses fournisseurs. Vous voyez ? Voilà. C'est une question bête. En fait, je ne comprends pas bien ce que vous faites comme type de prestation. Est-ce que vous installez dans l'entreprise avec un logiciel adéquat votre technique et votre méthode qui va être utilisée pour toujours par les comptables que vous avez formés? Ou bien est-ce que vous arrivez et que vous faites une prestation ponctuelle et qu'ensuite vous faites un suivi sur cette prestation ponctuelle? Alors, nous concernant, là où ça matche mieux avec l'entreprise, c'est l'entreprise qui a la volonté, non pas de faire juste une mesure à une date donnée pour avoir une vue de ce qui se passe. Bon, c'est possible, hein, on peut l'accompagner là-dessus, mais c'est plutôt une entreprise qui veut travailler ses outils d'aide à la décision, ses outils informationnels autour de ces sujets en lien avec la comptabilité. Donc, donc, il y a un volet formation des comptables, il y a un volet prise en compte, donc on a un outil qui va sortir prochainement, prise en compte de l'outil par les services comptables, et puis nous on est là éventuellement pour de temps en temps venir vérifier si ça se déroule bien, mais l'idée c'est que les comptables prennent la main et se saisissent du sujet. C'est pas juste mesurer, c'est pour ça que je dis c'est pas une méthode de calcul, c'est une méthode comptable suivie dans le temps. Et ça me permet de réagir à ce que vient de dire Alan, c'est pour ça qu'on évite le plus possible les méthodes de calcul propriétaires. C'est-à-dire qu'on va aller beaucoup plus sur des méthodes standardisées, hein, par exemple sur les limites planétaires, les science-based targets et plein d'autres, pour que justement le comptable dans l'entreprise puisse travailler librement. On n'est pas là pour suivre l'entreprise pendant X années. Il faut qu'ils prennent la main et on pousse pour que ça soit le cas. Alors, par rapport à votre question, on fait les deux. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui nous disent « faites-moi une première photo pour que je vois un peu ce que ça donne ». Et donc là, on vient, on fait. Et d'autres entreprises, effectivement, souhaitent mettre en place et avoir un suivi et internaliser la compétence. Donc là, on les forme. L'avantage, c'est que la méthode est accessible en ligne. Et donc, on peut donner accès à l'outil. Alors, c'est l'information sur la méthodologie est intégralement open source. Par contre, ça permet quand même à ceux qui le souhaitent de ne pas avoir à rentrer dans les entrailles de la bête pour aller explorer toutes les formules de calcul, etc. Le fait qu'il y a un outil en ligne, ça va plus vite. Je m'excuse, le temps file. On va prendre juste 2 dernières questions pour ne pas trop dépasser sur le temps. Oui. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation très claire. Moi, j'ai une question sur plutôt les entreprises financières. Donc, on voit quand même assez bien ce que ça veut dire une comptabilité intégrée pour une entreprise non financière. Et vous avez mentionné la Banque de France, par exemple. Est-ce que vous avez mis en place une comptabilité intégrée sur son activité financière, autrement dit, de financement d'investissement, voilà, mais donc sur les opérations propres en fait. Est-ce que c'est envisageable d'avoir une comptabilité intégrée ambitieuse sur la chaîne de valeur en quelque sorte d'une entreprise financière? Et concrètement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Parce qu'en fait, on a du mal à cerner les contours en quelque sorte de cette chaîne de valeur qui dépend en fait des contreparties qu'on finance dans lesquelles on investit. D'un mot, qu'on le fasse sur une banque ou bien sur une entreprise, sur le plan méthodologique, il n'y a pas de différence. Par contre, pour l'instant, on ne nous l'a pas demandé. Alors, nous, on a travaillé pour une institution financière, mais
un peu particulières parce qu'ils ont des portefeuilles, Maïf pour ne pas les citer puisqu'ils en ont parlé. Et on est arrivé jusqu'à ce niveau-là de se poser, on a un portefeuille comme ça de produits financiers, comment on applique CARE. Et vous avez utilisé un mot très important, comme Alan, on a un peu freiné parce que c'est quand même très compliqué, pour ne pas tomber justement dans le greenwashing, parce qu'on peut vite faire des raccourcis un peu aberrants. Au niveau rigueur méthodologique de CARE, ça passe pas complètement. Par contre, il y a une bonne nouvelle qui fait qu'on va y arriver progressivement. Vous avez parlé de la chaîne de valeur. Effectivement, quand on traite CARE, toutes les expérimentations qu'on mène actuellement, on pousse notamment les grandes entreprises à faire en sorte qu'on applique sur la chaîne de valeur de leurs activités CARE. Et plus on fera ça, plus on aura les données où une banque qui veut constituer un portefeuille d'actions aura des éléments, des KPI pour pouvoir nourrir et savoir quel type de secteur, quel type d'entreprise est plus vert par rapport aux données de comptabilité triple capitaux. Deuxième bonne nouvelle, même si c'est pas parfait, il y en a beaucoup qui critiquent la taxonomie verte européenne parce qu'il y a des éléments dedans qui ne matchent pas bien avec les standards écologiques, mais peu importe, en termes de méthodologie, on va dans la bonne direction, parce que quand les entreprises auront affiché leur taxonomie verte, où on saura c'est quoi une activité verte, quel est le pourcentage d'activité verte de telle ou telle entreprise et donc de tel secteur d'activité, ce sera beaucoup plus facile pour une institution financière de constituer des outils financiers autour d'éléments concrets, mesurés au niveau de tel ou tel secteur d'activité. Mais tant qu'on n'a pas fait ça, nous on y va avec beaucoup de prudence. Bonjour, je prends le micro. Un homme, on alterne homme-femme. Alors, pardon, je vais vous poser une question qui est pour clore un petit peu. Est-ce que vous avez appliqué vos méthodes dans vos organisations et quelles conséquences sur la gestion de vos organisations ? Alors, la méthode CARE, oui, évidemment. Moi, j'étais, avant de rejoindre le groupe Hendrix, qui est quand même beaucoup plus important que le cabinet que j'ai créé, qui s'appelait Compta Durable, on avait notre méthode CARE au niveau de Compta Durable. Au niveau du groupe Hendrix, ça fait 3 ans que j'y suis, on est en train de travailler, mais on a vite stoppé. Et on leur a demandé, parce que c'est pas mon équipe directement qui travaille, ils ont fait une équipe interne, on leur a demandé de travailler sur leur stratégie. C'est quoi la RSE, avec le volet social qui est très très fort chez nous, dans les cabinets d'expertise comptable. Et on est en train de revisiter complètement les KPI et on va sortir effectivement un bilan compte de résultats CARE du cabinet dans les prochaines semaines. Donc de notre côté, en fait, j'ai vendu Goodwill à un cabinet d'audit et d'expertise comptable qui s'appelle Baker Tilly. Et avec les sous, je suis en train d'investir sur l'écosystème dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle Carlotech en Bretagne. Pour répondre à votre question, Baker Tilly fait sa triple comptabilité intégrale, comme je viens de vous l'expliquer depuis 3 ans. On l'a fait aussi sur Carlotech, parce que le but, c'est de montrer qu'on peut vivre confortablement en rentrant dans les limites planétaires. Donc, c'est notre outil de travail. Et aujourd'hui, on n'y est pas dans les limites planétaires, mais putain, on bosse. Voilà. Et puis, chez Lucie, on est un petit peu en retard, on est en train de le faire. Voilà. On va prendre une dernière question, allez-y. Cool. Du coup, je garde le micro. Je fais partie d'une entreprise qui a formé une partie de ses équipes sur la comptabilité triple capital et qui peine à mettre en œuvre ce nouveau système comptable, ce qui pose la question de quels sont les facteurs clés de succès pour les entreprises pour mettre ce nouveau système comptable. Merci. Les facteurs clés de succès, ça dépend de beaucoup de choses. Je vais prendre le cas d'une grande entreprise qui nous a dit convaincu par le sujet, convaincu par la comptabilité triple capital, qui choisit sa méthode, donc je trouve qui était la méthode CARE, et qui recrute 2 stagiaires, en disant aux 2 stagiaires, ça y est, vous avez une feuille de route, on veut faire ça pas trop cher, donc vous nous sortez un modèle CARE.
C'est impossible. Alors, je ne sais pas si avec la méthode d'Alan, qui est beaucoup plus courte et beaucoup plus rapide, c'est possible, mais en tout cas, ce n'est pas possible. Donc, l'un des facteurs clés de succès, c'est de mettre les bonnes compétences autour de la table, et en interne et en externe. C'est-à-dire que si vous les avez formés sur 2 jours, ils ont une culture du sujet, mais après, sur la partie opérationnelle, à la limite, faites-vous quand même aider par des gens compétents qui ont fait le travail dans d'autres organisations, qui connaissent les difficultés et qui peuvent vous aider, au moins pour une courte période, pour vous lancer sur le sujet. Après, je ne sais pas quels ont été les freins chez vous. Il y en a plusieurs quand on arrive, les difficultés, c'est la donnée, le manque de disponibilité de la donnée. C'est pour ça que nous, on s'est entouré de data scientists. Et ça, c'est très compliqué. Si vous n'avez pas les données, vous ne pouvez rien faire. Et puis ensuite, c'est un peu la motivation des équipes, parce que les équipes comptables sont vite submergées par les délais dans le travail quotidien qu'ils ont. Donc, il faut là aussi dégager peut-être 1 ou 2 personnes, je ne sais pas quelle est la taille de votre entreprise, si vous pouvez vous le permettre, pour suivre au moins durant la période de mise en œuvre de la mission le sujet. Donc, c'est pour ça que nous, quand on monte les ateliers, les groupes de travail pour accompagner la mission, on calcule vraiment la disponibilité des équipes pour que dans la phase de mise en œuvre, et c'est une co-construction parce qu'on met en œuvre et on vous forme en même temps. Donc il faut quand même être un peu disponible. Voilà. Alors, petit 1, c'est pas avec nous parce qu'on n'a aucune galère à notre actif. Je suis sûr que c'est pas avec nous. Deuxièmement, pour réussir à le faire, ma petite recommandation. D'abord, vous faites faire une fois et vous voyez comment les équipes qui viennent le faire pour vous se dépatouillent. Deuxièmement, vous le faites une fois en conduite accompagnée. Et troisièmement, vous êtes autonome. Et ça prend un peu de temps. Voilà. Et en faisant ces 3 trucs, ça marche, je pense. Merci beaucoup pour vos questions, merci pour votre intérêt, merci aux intervenants spécialistes du sujet qui nous ont expliqué ces enjeux, ces méthodologies, les différences, mais aussi ce qui les rassemble. Et merci beaucoup d'être venus aux Universités 2023.